On se retrouve aujourd'hui pour mon top saga de ce début d'année. Je ne vais pas traîner en introduction, c'est parti, on y va. Je tourne cette vidéo pour la 3e fois puisque les 2 premières, le son a bugué. C'est la seule vidéo depuis un certain temps où le son bug. Donc cette vidéo est maudite. Si je n'arrive pas à la tourner, je pense que je vais juste laisser tomber. Et tant pis parce que j'en ai marre, voilà. Donc on va partir sur mon top saga. Il y a 10 sagas dont une seule que je n'ai pas terminée, mais je suis à jour. Toutes les autres sont terminées. Voilà, tout simplement. Donc on part tout de suite avec la première saga qui est une saga de graphique et ensuite on enchaînera avec les sagas de romans et de novellas. Donc c'est la saga Lightfall de Tim Probert. La saga Lightfall, c'est un graphique de jeunesse, de fantasy où on suit une petite fille qui a été adoptée par un homme cochon, je sais pas trop, un cochon anthropomorphisé qu'elle appelle grand-père cochon il me semble, et donc la jeune fille, petite fille dont je ne sais évidemment plus le prénom, aide son grand-père à aller chercher des herbes, etc. puisque lui est assez âgé pour créer des potions puisqu'il est guérisseur si je ne m'abuse. Et un jour, un matin, elle va partir, comme d'habitude, pour sa cueillette et elle va rencontrer Cad qui est le dernier représentant de son espèce. Et Cad va lui sauver la vie d'abord et va lui dire qu'il veut rencontrer Grand-Père Cochon puisque Grand-Père Cochon est a priori la seule personne capable de lire la langue de son espèce que lui-même ne peut pas lire. Ils vont partir tous les deux pour rejoindre la chaumière où la petite fille, jeune fille, préado et son grand-père habitent, sauf qu'il est parti, il a laissé un mot et en gros, en substance, il lui dit qu'il doit aller sauver le monde et qu'elle ne le suive pas. Et vous imaginez bien qu'elle va le suivre. Voilà, ça c'est le résumé très très court. Il se passe beaucoup de choses. Chaque tome a sa propre unité avec toujours le fil rouge, bien évidemment, mais à chaque fois il y a une espèce d'unité au sein d'un tome. Si vous connaissez, ça fonctionne un petit peu comme fonctionne 5 mondes par exemple. C'est-à-dire qu'on a vraiment une espèce de quête, une espèce d'aventure à chaque tome et c'est absolument génial. J'en ai très longuement parlé en vlog, je vous laisserai aller voir les vlogs si ça vous intéresse. Les illustrations sont d'une beauté sans nom, incroyablement magnifique. La représentation de l'anxiété est très réussie. Je pense que ça fait partie de ces sagas qui peuvent permettre à des enfants / préados de mettre des mots sur des ressentis aussi, et en plus de ça, ça véhicule de très très belles valeurs, donc vraiment je vous recommande Lightfall, c'est excellent, franchement je n'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment excellent. Nous allons passer aux sagas plus classiques, sagas de romans. J'aurais pu vous mettre des mangas ici bien évidemment, mais tous les mangas que j'ai en cours ne sont pas des sagas terminées, et même si c'était le cas pour Lightfall, je pense que Lightfall fasse 35 tomes, donc voilà. Bref, première saga dont je vais vous parler, c'est une saga de jeunesse que j'ai terminée début janvier, donc je l'ai attaquée avant ce début d'année, mais j'ai terminé cette saga en début 2024, et c'est Magic Charlie d'Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Excellente saga de fantasy jeunesse à partir de 10 ans, je dirais, où on suit Charlie, qui est un jeune garçon noir, qui vit dans le sud de la France avec sa mère, c'est peut-être à Aix-en-Provence, je crois. Ils vont, au début du roman, accueillir la grand-mère de Charlie, parce que elle est atteinte a priori de démence, quelque chose d'équivalent à Alzheimer, c'est dur à dire, mais en gros de démence, de sénilité peut-être, et ils vont l'accueillir parce qu'elle ne peut plus rester seule tout simplement, sauf que Charlie va très rapidement comprendre que cette maladie, cette perte de mémoire serait liée à la magie. Et il va mettre le pied dans un engrenage qui le dépasse totalement, mais qui est absolument génial. On va le suivre avec ses amis de son collège, de la vraie vie, puis amis de cet univers de magie. C'est vraiment une excellente saga. Très rapidement, parce que j'en ai beaucoup parlé, c'est une très bonne saga parce que c'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent, parce que les personnages sont très réussis. Charlie est incroyable, c'est un personnage adorable, ses amis sont aussi très intéressants, les liens qu'il noue et qui sont dépeints sont vraiment proche, je pense, des amitiés qu'on peut avoir quand on est pré-ado, ado, et surtout sont dans l'ensemble très positif et montre comment on peut upgrader entre guillemets une amitié en échangeant, en se faisant confiance. Bref, ça véhicule vraiment de très belles valeurs. Ça parle aussi de relations intrafamiliales, par exemple avec Charlie qui ne connaît pas son père puisque son père a disparu quand il était bébé, avec sa mère aussi, la relation qu'il a avec sa grand-mère et d'autres protagonistes avec leurs propres parents. Ça parle beaucoup aussi de relations
d'ennemis finalement entre adolescents, quelque chose que l'on vit pas mal quand on est pré-ado au collège. Ça parle de choses très concrètes pour les ados, mais ça parle aussi beaucoup de grandes thématiques, de grandes valeurs, très engagées autour du rejet d'autrui, autour des pouvoirs et du mépris des pauvres. Enfin, ça parle de mille choses et ça en parle très bien. Le troisième volume se concentre beaucoup sur la notion de consentement. Magic Charlie, c'est une excellente saga, absolument à lire, à mettre dans les mains des enfants parce qu'il est important que les plus jeunes membres de notre société lisent des romans positifs, non stéréotypés, respectueux et intelligents. Donc vraiment, lisez-le parce que quand on est adulte c'est délectable et donnez-le à des enfants. Autre saga, autre genre, je vais passer à quelque chose de totalement différent puisque je vais vous parler de Wayward Pines de Blake Crouch que j'avais reçu en service de presse de la part de Gallmeister. J'avais reçu les 3 volumes d'un coup au moment où ils étaient sortis, donc ils étaient sortis tous avec 2 semaines d'écart je crois. Wayward Pines, c'est un résumé qui va être très court parce que moins on en sait, mieux c'est. En gros, on suit, je crois qu'il s'appelle Ethan Burke qui est agent du FBI qui se réveille dans la rue dans une petite ville des États-Unis sans aucun souvenir, sans papier, sans affaires, sans portable et il va petit à petit en errant dans cette ville qui est presque déserte finalement où les gens semblent un peu se cacher mais qui en même temps a des allures un petit peu de ville idéale des États-Unis, va se rappeler qu'il était là puisque 2 de ses collègues du FBI ont disparu et qu'il devait venir les chercher. Il va très rapidement découvrir le cadavre de l'un d'entre eux et à partir de là, une énorme histoire commence et vous ne vous attendez pas à là où l'auteur va vous amener. Wayward Pines, c'est pas la meilleure saga du monde, c'est pas un coup de cœur absolu, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un roman qui est divertissant et qui le fait extrêmement bien. Ça fonctionne bien, c'est page turner, c'est haletant, c'est prenant, le rythme est réussi pour moi. Chaque tome a quelque chose d'un petit peu central qui fonctionne sur le tome tout en ayant toujours le fil rouge de comprendre et d'avancer dans la compréhension et de se sortir de cette situation. Vraiment, si vous cherchez un roman pour l'été, un peu thriller, mais pas que, et qui vous fait lire vite, bien, qui est prenant, qui ne demande pas une concentration incroyable, qui est surprenant, Wayward Pines, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Il y a des défauts à ce livre. Il y a des défauts, je trouve, dans le traitement des personnages féminins, par exemple, et aussi dans le stéréotype des États-Uniens. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très chouette. Autre saga, autre genre, encore une fois, nous allons passer à Binti de Nnedi Okorafor. J'ai lu le tome 1, je ne sais plus quand on l'a lu avec Pénélope, mais le tome 2, nous l'avons lu très récemment. Nous avons terminé cette saga de novella qui est une trilogie, même si en VO c'est publié en 2 tomes. À l'origine, c'est 3 novellas. Binti, c'est de la SF, c'est de la très bonne SF selon mes goûts. Mais je comprends que ça déplaise. Vraiment, je comprends totalement. Binti, c'est l'histoire de cette jeune fille qui fait partie du peuple Imba, un peuple d'Afrique de l'Ouest, je crois, où il y a vraiment une culture de la terre et de la terre du lieu physique très très forte et où on est attaché à sa terre natale et il y a vraiment une grosse importance de la tradition. Et Binti, finalement, par un choix qui va lui être donné, à savoir rester et continuer dans l'apprentissage dans lequel elle était avec son père pour être, je ne sais plus le nom, mais en gros c'est médiatrice, ou partir à l'université interstellaire d'Umza, va bouleverser les codes attachés à sa culture. Et Binti, pour moi, c'est vraiment un livre qui parle de ça. C'est un livre qui parle de l'étranger, de l'inconnu, des relations entre ce qui vient du dehors et ce que l'on connaît, du poids de son éducation, du poids de sa culture sur notre vie. Et même quand on essaie de s'en émanciper, qu'est-ce qu'on en garde? Qu'est-ce qui est quelque chose de positif à garder? Qu'est-ce qui est un lien qui nous entrave? Ça parle beaucoup aussi de tradition et de comment la technologie va se mêler et se mélanger au quotidien dans ces rituels plus traditionnels et cette manière de vivre plus traditionnelle. Ça parle de 1000 choses et c'est déstabilisant parce que ça n'est pas ce qu'on attend, parce que Nnedi Okorafor a une plume qui est très particulière, qui est assez froide, assez distante, d'autant plus dans ce format de novella où on ne peut pas s'étendre infiniment et c'est un choix de l'autrice. Moi j'ai aimé, j'ai trouvé que c'était riche, j'ai trouvé que c'était intelligent, j'ai trouvé que c'était
désagréable, parfois déstabilisant, et je vois où l'autrice veut aller, mais c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai lu l'interview de Nnedi Okorafor qui se trouve à la fin de l'exemplaire que j'avais donc publié chez Naos, donc ActuSF, la collection Naos, donc c'est du young adult, il me semble, si je dis pas de bêtises, et je pense que cette interview m'a aidé à comprendre des choses, et je pense que c'était nécessaire, non pas que j'aurais pas apprécié sans ça, j'avais aimé, mais je trouve quand même que ça apporte quelque chose, et après on en pense ce qu'on en veut, on a le droit de trouver ça pas ouf, d'avoir besoin que l'auteuriste parle de son livre pour comprendre, mais en même temps c'est tout le temps un peu le cas, on peut pas tout saisir, on n'est pas dans la tête des auteuristes et on a besoin parfois d'avoir un éclairage sur ce que voulait faire l'auteuriste, et là c'était le cas et c'était très intéressant. Autre saga dont j'ai très longuement parlé et que j'ai adoré, et vous le savez, c'est bien entendu Palace de Marine Carteron. J'ai lu le dernier tome à sa sortie. Juste avant sa sortie officielle, je l'ai reçu en service de presse et j'ai adoré cette saga dans son ensemble. Aucun tome ne m'a déçu, aucun tome n'a été moins bon qu'un autre parce que l'autrice gère très bien, vraiment très bien son écriture et son rythme, c'était incroyable. Palace, c'est de la fantaisie, c'est de la réécriture mythologique où les dieux et déesses ont une réelle existence. Palace, en fait, c'est l'histoire de la guerre de Troie. Pourquoi la guerre de Troie a eu lieu? Comment, mais dans le côté arrière-plan. Les backstage, je pense qu'on peut dire, je sais plus le mot en français, de la guerre de Troie, ça veut dire la vraie raison, qui a manipulé, qui a créé ça, pourquoi, comment, etc. Je vais pas m'étendre, j'en ai beaucoup parlé, encore une fois, vous pouvez retrouver ça sans aucun souci dans mes vlogs, dans mes bilans lecture, mais j'ai adoré cette saga parce que on a une représentation des dieux qui est très très réussie pour moi, qui est très proche de l'idée que moi je m'en faisais, où on ne romantise pas le comportement des dieux, les comportements toxiques notamment, et tous et toutes le sont à une certaine échelle, et en ça c'était très très réussi. J'ai adoré les personnages humains qui étaient tous intéressants, j'ai adoré les protagonistes féminines qui pour moi étaient beaucoup plus subtiles que celles de la mythologie, et c'est volontaire de la part de l'autrice, et évidemment j'ai trouvé que les explications étaient intéressantes, j'ai trouvé que la manière dont l'autrice reprenait la mythologie telle qu'on la connaît, sans rien changer ou très peu, mais juste en variant le point de vue, en variant le champ lexical, en variant le vocabulaire, nous a montré quelque chose de totalement différent. Et je pense par exemple à Ulysse, qui vraiment est un personnage extrêmement réussi dans cette saga. Bref, c'était incroyable. C'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent, c'est riche. En même temps, l'autrice joue très bien sur les différents registres. Voilà, le registre familier quand il le faut, voire même le registre parfois vulgaire à certains moments, le registre élevé avec des passages plus épiques, des passages plus poétiques. Bref, c'est une très bonne saga de réécriture de mythologie. C'est l'une des meilleures selon moi. C'est du young adult, donc allez-y en sachant que c'est du young adult. Je sais que ça fait débat quand on dit young adult. Pour moi, c'est du young adult au sens où c'est vraiment à partir de 15-16 ans, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est violent. Oui, il y a des scènes assez violentes. Je pense qu'il y a même des scènes de sexe, enfin de viol plutôt, honnêtement. Mais très honnêtement, et en me mettant dans mon moi adolescente de 16 ans, je lisais des trucs bien pires que ça. Voilà. Donc je pense que c'est du young adult, mais du grand young adult, hein. Vraiment, on est sur du young adult de presque new adulte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas sur du young adult qui va pour des pré-ados à partir de 13 ans, en tout cas à mon sens. Mais bref, c'est vraiment génial, j'ai adoré. Je précise encore une fois, je l'ai déjà dit mais je le redis, n'hésitez pas si vous lisez Palace, allez voir à la fin, il y a un index avec absolument tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les liens entre les personnages, pour vous rappeler qui sont les personnages et qui vous explique chapitre par chapitre ce que l'autrice a repris de la mythologie, où elle l'a repris et ce qu'elle a modifié ou ce qu'elle a inventé parce qu'il y avait un trou à cet endroit-là dans la mythologie. Lisez Palace, je n'ai rien d'autre à vous dire, lisez Palace. Nous allons maintenant passer à une saga de SF adulte, c'est la saga Xenogenesis d'Octavia Estelle Butler. Excellente saga de SF, encore une fois très engagée, et vous remarquerez que je pense qu'à peu près tous les livres dont je vais vous parler sont engagés d'une façon ou d'une autre. Xenogenesis, c'est l'histoire de l'humanité qui s'est autodétruit, un petit peu notre histoire à nous, et qui a détruit la planète, et au moment où ça devenait catastrophique, enfin toute l'humanité allait disparaître de manière définitive, des extraterrestres sont venus chercher les humains restants, ont soigné ceux qui pouvaient l'être, et les ont mis en stase pour réhabiliter la Terre. Quand commence la saga, on est au moment où les extraterrestres commencent à vouloir réveiller certains humains pour
échanger avec eux et proposer un espèce de marché. Alors le choix est très limité, mais bon bref, je vais pas trop vous en dire non plus. Et nous on suit Lilith, qui est l'une de ces humaines qui se fait réveiller de manière un peu sporadique et qui est un peu perdue et qui comprend petit à petit ce qui s'est passé, où elle est, etc., etc. Xenogenesis, c'est une trilogie où à chaque tome on suit un point de vue différent, un personnage différent, même si tous sont liés et qu'on revoit les personnages les uns des autres et on les connaît et on change pas complètement de lieu, mais en fait il y a une intelligence dans la manière dont ça a été pensé qui est absolument exceptionnelle, puisque on part du point de vue de Lilith qui est une humaine et on va évoluer vers des points de vue, mais je peux pas vous le dire, je vais pas vous spoiler, mais sachez juste que c'est engagé. Ça parle de colonialisme, ça parle de white saviorisme, ça parle de sexisme, de misogynie, ça parle de violence, ça parle de racisme, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, ça parle de xénophobie, ça parle de rejet d'autrui, ça parle de compromis et ça parle d'évolution de l'humanité et ça pose des questions essentielles sur est-ce que l'humanité vraiment mérite et est-ce qu'il faut à tout prix sauver l'humanité et à quel prix. C'est génial. C'est une narration particulière, c'est froid, c'est assez distant. C'est comme ça qu'écrivait Octavia Butler. Moi, j'adhère, je trouve ça intelligent, je trouve ça pertinent et je trouve ça extrêmement novateur. Ça a été écrit il y a 40 ans, je crois. C'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, si vous aimez la SF, Xenogenesis, pour moi, c'est une saga incontournable à lire. Nous allons passer à la saga suivante que j'ai terminée tout début juillet mais que j'ai inclus ici parce qu'on n'est pas non plus à 5 jours près, il faut pas déconner. C'est la saga Pierre d'Angle de Pascal Quivigé dont j'ai très longuement parlé encore une fois puisque c'est un petit peu ma nouvelle saga, mon nouveau palace Pierre d'Angle. C'est une saga que j'ai lue en lecture commune sur le Discord qui était vraiment une très bonne idée parce que c'est une saga dont il faut parler quand on le lit, quand on la lit, c'est important. Bref, Pierre d'Angle, c'est une saga de fantasy qui est à cheval pour moi entre du young adult assez âgé et de l'adulte. Et c'est une saga qui est incroyable, j'ai adoré. C'est en 4 tomes assez denses, mais j'ai rarement lu des livres aussi gros, je pense qu'on peut dire, aussi vite et aussi bien. On est dans de la fantaisie, donc on suit Thibaut qui est l'héritier du royaume de Pierre d'Angle, qui voyage à travers le monde, qui fuit un petit peu ce royaume, jusqu'au moment où il va être rappelé un peu en urgence parce que son père est mort et que s'il n'est pas là dans un délai donné, c'est son demi-frère cadet qui va devenir le roi, et c'est quelque chose que personne ne veut parce que ce demi-frère est un petit peu effrayant, un petit peu particulier et un peu un psychopathe, je pense qu'on peut dire. C'est un peu genre royal dans l'Assassin Royal, vraiment c'est ça là. Vous voyez cette espèce de cadet qui est imbu de lui-même, qui est insupportable, qui ne pense qu'à lui, à ses plaisirs, et bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Soit, donc Thibaut revient très très vite, entre-temps il a découvert sur son bateau une passagère clandestine qui est Emma, et il va la ramener avec lui. Je ne vous en dirai pas plus, sachez qu'une partie du premier tome se passe sur mer et on apprend à connaître les personnages, l'équipe du bateau qui est très très importante pour la suite, pour plein de raisons, et Emma et Thibaut bien évidemment, et ensuite tout le reste se passe quasiment, on peut dire, en huis clos sur Pierre d'Angle, dans ce royaume qui est une île assez petite, qu'on traverse en quelques jours de bout en bout. Et c'est une saga qui est hyper réussie. C'est réussi parce que c'est hyper bien écrit. Mon Dieu, l'écriture de Pascal Quivigé, c'est l'une des meilleures plumes que j'ai lues depuis si longtemps. C'est vraiment le top du top de la qualité, de tout ce que vous voulez. Cette femme a une plume incroyable. Elle parvient à vous faire un bouquin où vous retrouvez des passages qu'on pourrait assimiler à du Molière, de la comédie, du théâtre classique, avec des quiproquos et des dialogues hyper vifs où ça se répond, des passages très poétiques, des passages d'aventure, des passages très sombres, presque qui vont tomber dans la dark fantasy, des passages d'amour incroyablement beaux, très lyriques, c'est drôle, c'est intelligent, franchement, c'est complet en fait. Elle a une plume qui est absolument complète. Elle arrive à vous faire pleurer et la page d'après à vous faire rire. Parfois, vous rigolez en pleurant. C'est incroyable, c'est exceptionnel. C'est vraiment une des meilleures sagas que j'ai lues depuis très longtemps. Alors, évidemment, il y en a d'autres, il y a plein de sagas que j'adore, hein, on s'entend, mais c'est vraiment pour moi une pépite, un incontournable de la littérature francophone. Il faut lire Pierre d'Angle parce que c'est d'une qualité exceptionnelle sur le fond, sur la forme, sur les thématiques, sur la manière dont elle aborde certaines thématiques, le racisme, la xénophobie, le rejet, le pouvoir, c'est très politique aussi comme texte. Bref, il faut lire Pierre d'Angle, lisez Pierre d'Angle, lisez Palace, lisez Pierre d'Angle, je pense que vous aurez vraiment deux pépites
pépite de littérature francophone. Nous allons passer à une autre saga de littérature francophone qui est La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. C'est une duologie, c'est assez jeunesse, je pense que c'est à partir de 13 ans, quelque chose comme ça, et c'est une très très bonne duologie, vraiment très très bonne duologie. Ici, on va suivre principalement deux personnages, à savoir Arca, qui est une jeune fille qui a 13 ans au début, qui est orpheline et qui va arriver à Hyperborée, donc la ville sans vent, puisque la ville est sous un dôme, pour retrouver son père qui a priori est magicien. Elle ne sait rien de lui si ce n'est ça, et on comprend qu'elle a pas mal de secrets, qu'elle a un passé, que voilà, mais on n'en sait pas trop au début, et elle va devoir trouver une technique pour réussir à monter au 7e niveau d'Hyperborée, chose qui n'est pas aisée parce que ça coûte très cher. En parallèle, on suit le personnage de Lastianax, qui est un jeune mage qui vient tout juste d'être diplômé, et dans la foulée qui devient ministre, puisque son mentor qui était ministre est mort, et lui est persuadé qu'il n'est pas mort de mort naturelle, même si tout le monde pense que si, et il va enquêter sur ça, et en même temps, vous imaginez bien que le destin d'Arca et de Lastianax vont se rencontrer. On est sur une saga à mettre, encore une fois, je sais, je me répète, dans les mains des jeunes, parce que c'est une saga qui est hyper engagée. Ça va parler de xénophobie, ça va parler de racisme, c'est très d'actualité. On parle aussi de personnages qui fuient leur royaume, qui fuient la guerre, qui arrivent à Hyperborée parce que chez eux on les tue et c'est la guerre et ils meurent et qui sont rejetés. Ça ne vous rappelle rien si vous avez des idées politiques qui rejoignent les miennes et de toute évidence qui rejoignent celles de l'autrice. Il faut lire cette saga parce que c'est intelligent et il faut la mettre dans les mains des pré-ados et des ados parce que vraiment c'est important de présenter un point de vue sur ça et dans un univers autre que le nôtre en fait qui permet de faire des liens mais d'avoir cette distance, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, ça parle de ça parle aussi de sexisme dans la politique, de sexisme dans le pouvoir de manière générale et dans les hautes sphères hiérarchiques des villes et des gouvernements, donc ça parle de féminisme forcément puisqu'il y a des personnages qui vont se battre pour ça, ça parle de relations familiales, ça parle d'amitié, la relation maître-élève est d'une beauté incroyable. Vraiment, c'est une des plus belles relations maître-élève que j'ai lues parce qu'elle est saine et qu'il n'y a jamais aucun sous-entendu déplacé. Les personnages sont attachants, sont réussis, même ceux qu'on n'aime pas trop, ils sont quand même réussis. Je trouve aussi que l'autrice maîtrise très bien le fait de créer des personnages qui ne soient pas soit tout bons, soit tout mauvais, même ceux qu'on aime parfois sont agaçants. Il y a toute une histoire aussi très très terre à terre, une histoire de fantaisie qui est très originale, très bien menée, avec un très bon rythme. Vraiment, j'ai adoré cette saga. Je ne peux que vous la recommander, je ne peux que vous recommander de la faire découvrir au public cible parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est très bien écrite. Avant-dernière saga, et nous allons passer à une saga qui ne fait pas l'unanimité, je le sais, même si je ne suis pas d'accord avec l'avis général. C'est la duologie des contes fracturés d'Alix E. Haro. Encore une fois, je vais essayer d'être assez concise. La saga des contes fracturés, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie orpheline incurable, qui sait qu'elle va mourir très jeune, donc quand ça commence elle a 20 ou 21 ans et elle sait qu'elle va très bientôt mourir en fait, et là on parle pas d'années, on parle de mois voire semaines je crois. Pour fêter son 21e anniversaire, sa meilleure amie et sa seule amie va lui organiser une fête autour de la thématique de la Belle au bois dormant, puisque la Zinnia, donc la jeune femme qu'on suit, est une fan de contes et d'ailleurs fait des études supérieures dans ce domaine-là. Et évidemment, tout va basculer, elle va se piquer le doigt sur le fuseau et basculer dans un autre univers. Il faut savoir, pour lire cette saga, que ça n'est pas de la réécriture de contes. Enfin, si, on peut dire que c'est de la réécriture de contes, mais pas comme on l'entend. Ça veut dire que notre jeune femme ne va pas être à la place de la Belle au bois dormant et on va pas avoir ce type-là de réécriture. C'est de la réécriture dans le sens où on va changer l'agentivité des personnages féminins. Au lieu d'être des personnages qui subissent, au lieu d'être des personnages qui attendent leur destin passivement, Zinnia, en intervenant, va changer cette agentivité et c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment quelque chose de très réussi pour moi dans la manière dont on parle du destin des femmes, dans cette espèce de fatalité finalement de la vie des femmes qui est personnalisée à travers les contes mais qui peut s'appliquer dans une certaine mesure à notre réalité, et comment Zinnia va aider à ça en fait. Comment elle, qui a la connaissance de la structure narrative du conte, va pouvoir jouer avec ça pour changer cette agentivité, donc que les femmes prennent en main leur destin. Et il y a aussi quelque chose qui va permettre une vision différente des protagonistes féminins et des antagonistes féminins aussi, notamment la méchante fée, etc. Bref, il faut vraiment lire ce livre comme
pas comme une réécriture comme on l'entend, où vraiment on va réécrire, on va jouer avec les paramètres du conte pour changer la donne. Et il y a aussi tout un aspect très engagé. C'est un livre qui est LGBTQIA+ friendly. C'est un livre qui est assez engagé sur les questions du féminisme, sur les questions de la misogynie, sur les questions patriarcales de manière générale, et qui a aussi la qualité, je pense, parce que c'est assez rarement fait pour qu'on le souligne, de parler de maladies chroniques et de ressentis par rapport à ça. Je dis pas que c'est parfait, je ne suis moi-même pas atteinte de maladies chroniques, donc je peux pas juger de ça, mais je trouve ça bien que ça existe et je trouve ça bien qu'il y ait des personnages qui transcendent cet état de fait, donc qui sont malades et qui vont mourir ou pas forcément mourir, hein, peu importe, mais et qui deviennent autre chose. Et même si cette maladie existe, est importante dans la vie de notre protagoniste, ça ne la définit plus en fait. Bref, j'ai beaucoup aimé. C'est des novellas, il faut le lire comme des novellas, c'est court, ça va vite. Et c'est l'objectif, donc voilà. Dernière saga dont je vais vous parler, c'est une saga que j'ai adorée pour les 2 premiers tomes et le 3e m'a un petit peu déçu. Est-ce que vous devinez? C'est bien entendu La Maison des Jeux de Claire North. Je mets cette saga dans mes sagas chouchous parce que quand même j'ai vraiment un feeling très particulier avec la plume de cette autrice. Je trouve que Claire North écrit extrêmement bien et sa manière d'écrire me plaît. C'est une plume qui est très acérée. C'est une plume un peu coup de poing. Et elle le fait très bien, et elle le fait avec ses protagonistes aussi, et par extension avec ses lectrices, forcément. La saga La Maison des Jeux, le pitch de base, c'est qu'on est sur une maison des jeux, what a surprise, où finalement on suit des protagonistes qui jouent dans la basse loge, donc des jeux que vous et moi connaissons, tous et toutes. Donc on sait qu'il y a une haute loge, mais que personne ne peut y aller sans y être invité par un des membres. Et c'est ce qui va arriver à Ten dans le premier volume. Elle va être repérée et appelée à aller dans la haute loge et elle va jouer une partie de tarot, si je dis pas de bêtises, grandeur nature. Ça veut dire que les atouts sont des humains, je sais pas, il y a une religieuse, des policiers ou que sais-je, et voilà, on suit cette partie de jeu où les enjeux sont très élevés, puisqu'en général c'est des années de vie, des souvenirs très précis ou des souvenirs de manière plus large, des pans de vie carrément de mémoire, de souvenirs. Il y en a un qui va jouer son prénom, qui ne sait plus comment il s'appelle par exemple. Voilà, on joue des choses importantes. Chaque volume suit un personnage différent, on retrouve quand même des personnages de l'un à l'autre, et à chaque fois on est dans une époque différente, puisque les gens, du coup, comme ils parient des années de vie, s'ils gagnent, ils peuvent vivre de manière quasiment éternelle. Voilà, premier volume c'est plutôt Renaissance, deuxième volume c'est plutôt je crois années 50 si je dis pas de bêtises, milieu du 20e siècle je crois, et le dernier c'est plutôt époque contemporaine. C'était vraiment pour moi une saga très réussie, j'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième qui est une partie de cache-cache, j'ai beaucoup moins aimé le troisième qui était censé être une partie d'échecs mais qui ne respectait pas les règles du jeu des échecs comme pouvaient le faire les 2 autres jeux, ce qui était un petit peu dommage, et pour moi en fait c'est un livre qui est un peu décevant parce qu'il aurait mérité d'être beaucoup plus gros que ce qu'il était, parce que l'autrice avait beaucoup de choses à dire, mais ça reste très chouette malgré tout, et dans l'ensemble c'est une très bonne saga, j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de voir l'écriture de Claire North d'un autre œil, puisque moi j'ai d'abord lu Pénélope Renditak, depuis j'ai lu Sweet Harmony, donc vraiment je le mets ici parce que j'aime la plume de cette femme, j'aime la manière dont elle écrit, je trouve que c'est l'une des plumes les plus acérées, piquantes, incisives que j'ai pu lire ces derniers temps, et je trouve que ça vaut le coup de le découvrir. Voilà, c'est tout pour mes 10 sagas, mon top 10 sagas de ce début d'année. Finalement cette vidéo dure plus de 30 minutes, j'ai 33 minutes de rush, on verra au montage ce que ça donne. J'ai beaucoup de mal à être trop concise sur les lectures, j'ai envie de vous donner envie, donc j'ai envie d'être précise. Mais bon, voilà, c'est quand même des sagas dont j'ai déjà parlé, vous pouvez retrouver tout ça dans mes vlogs, dans mes bilans lecture, bref. Toujours est-il que n'hésitez pas à me dire votre top 3, 5, 10, ce que vous voulez de vos propres sagas. Avant de vous laisser, je tiens à vous dire que je suis toujours en retard sur certains commentaires. J'ai des commentaires qui datent de 2 semaines, c'est scandaleux. Mais je n'ai pas eu le temps d'allumer un ordinateur depuis que je suis arrivée ici. J'en suis désolée, je les ai lus, je vais vous répondre. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de reprendre un rythme pour répondre aux commentaires beaucoup plus soutenu, parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas vous donner l'impression que je vous ignore ou que je ne vous réponds pas ou que ça n'est pas important pour moi de vous répondre. C'est pas du tout le cas, c'est juste que j'ai été un petit peu submergée ces derniers temps. Mais petit à petit, je reprends un rythme et ça revient et voilà. Bref, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre enthousiasme et votre soutien, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt, même à demain, pour le début des daily vlogs de cette fin juillet. Bye bye!